J'ai dit à Michel, écoute, je ne sens pas cette situation. Ce que je te propose, c'est de prendre l'arrière de la dépression. Je suis avec Yann aujourd'hui. Bonjour Yann. Oui, bonjour Arnaud. Je suis ravi de te rencontrer enfin, puisqu'on a vu des échanges que virtuels, j'allais dire, ou digital. C'est vrai que notre première rencontre a été que virtuelle ou digitale. Bon, c'est ça. On était en avance sur l'ère du Covid. Exactement, exactement. Il y a quelques mois, presque 2 ans déjà, notre premier contact sur un projet effectivement de tour du monde connecté, cycliste connecté. J'ai une première question pour toi Yann. Quand on passe du statut de météorologue pour les navires de guerre dans la marine française à conseiller météo pour les Jeux Olympiques et l'équipe de ski notamment, également pour le Vendée Globe, est-ce que l'on peut dire que tu as un parcours hors du cadre ? Hors du cadre, certainement, parce que bon, j'avais pas forcément quelqu'un devant moi pour me montrer par où il fallait passer. Donc résultat, le cadre, je l'ai pris tout seul et je suis allé enfoncer, on va dire, le cadre dans toute sa dimension pour aller pousser tout simplement ma recherche de passion et regarder jusqu'où je pouvais l'emmener en fait dans cette passion entre à la fois la météo, parce que c'est cette météo-là que j'ai poursuivie au sein de la Marine nationale et dans les projets sportifs en fait. Alors j'imagine qu'également tu as vu l'évolution de tout ce que peut apporter la data au fur et à mesure que les années ont passé. Tu vas nous expliquer tout ça, l'intelligence artificielle, la prédictibilité également, ça c'est des sujets moi qui me passionnent. Mais est-ce que tu peux nous parler Yann de l'intégralité de tes compétences aujourd'hui, sur quel domaine tu interviens? Alors toutes mes compétences aujourd'hui, ça reste, alors depuis que je suis rentré, on va dire, dans la Marine nationale jusqu'à aujourd'hui, et ça fait quasiment maintenant, j'ai 50 ans, donc ça fait plus de 30 ans que j'ai toujours poursuivi la météorologie, c'est-à-dire enrichir mes compétences en météorologie. Donc ça s'acquiert pas forcément très vite. Au début, c'est un petit peu déconcertant parce que la thématique, elle est très importante, elle est très large, et du coup, on peut se perdre très vite. Donc comment on procède? En fait, on est un petit peu tutoré et guidé, ce qui nous permet d'acquérir très rapidement des premières bases. Donc à l'époque, c'était pas évident, donc c'était d'observer le temps. Ça, c'est la première chose. Un bon météorologue, c'est tout simplement une personne qui sait bien acquérir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment que je l'observe, le retranscrire avec des codes, des mesures, rentrer dans de l'observation. Après, c'est de faire progressivement de la prévision, faire le lien entre qu'est-ce que j'observe et la prévision du temps futur. Et progressivement, on acquiert tout ça avec des gens très compétents autour de soi, donc des parcours, des rencontres enrichissantes, et progressivement, on monte en compétences. Et en fait, je n'ai fait que monter en compétences, et même encore aujourd'hui, je monte en compétences. Pourquoi? Parce que je vais chercher des personnes qui sont expertes dans leur domaine en météorologie, et on a beaucoup de thématiques sur la météorologie. Ça serait lesquelles, par exemple? Si tu avais différents thèmes, parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine d'activité, la météo, tu vois, tu n'imagines pas qu'il y a plusieurs segments. Alors, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, ce qu'on appelle les segments en météorologie, c'est par exemple l'observation. Donc, observer le temps. Donc, ça, c'est déjà en soi, c'est un premier métier, de bien observer le temps, observer les nuages, savoir faire la différence, être capable de le retranscrire aussi aux autres personnes. Donc ça peut être des pilotes, on va dire, d'avion, ce genre de choses. Il faut qu'ils aient la même lecture que toi de ce que tu observes. Ça, c'est très important. Les mêmes codes, le même langage. Ouais. Et ce langage, il est mondial en fait. Que ce soit un pilote qui vient des États-Unis ou un pilote qui vient de Russie, s'il a besoin de se poser sur une plateforme aéroportuaire en France, il faut qu'ils comprennent ce que tu observes. Donc on a un langage en fait universel. Donc l'observation est un métier. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la prévision météorologique. Donc la prévision météorologique, c'est un autre métier, c'est-à-dire être capable d'acquérir ou de lire l'ensemble de ce qu'on appelle des modèles météorologiques, de les comprendre, de savoir comment ils sont fabriqués, et ensuite d'en extraire finalement quelle est l'information la plus importante. Je vais pouvoir retranscrire là cette fois-ci en prévision météorologique. Donc tout l'exercice, il est de se dire, j'ai plein de modèles, quel est le meilleur modèle, comment je les arbitre, lequel je vais choisir pour tout simplement, entre guillemets, avoir la meilleure expérience utilisateur, en gros ne pas se tromper en prévision météorologique. C'est ça la difficulté. Alors c'est vrai que tu as vu, on le disait tout à l'heure, mais depuis le temps que tu t'es passionné, que c'est ton métier aujourd'hui, tu as vu l'évolution des outils pour analyser. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse révolution pour toi qui a complètement changé le métier que tu pratiques? Alors c'est l'accès à la data en fait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'open data. C'est-à-dire le fait d'avoir c'est-à-dire des références ouvertes. Un accès quasi immédiat à une quantité d'informations qui est phénoménale.
À une époque, je me disais, qu'est-ce qu'on peut... Alors, j'ai toujours été dans la recherche de performance en météorologie, que ce soit pour les équipes olympiques ou dans le domaine de la voile, hein, qui a toujours été mon vecteur, on va dire, d'amélioration. Et l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qui peut m'aider aujourd'hui à être encore plus performant demain. Ça a toujours été mon Graal, en fait. Hein. Donc, à un moment, j'étais sur la partie prévision météorologique. Donc, prévision météorologique, c'était le calcul. Donc, les frontières, c'était quoi? C'était la puissance de calcul, c'était la quantité de cœurs qu'on pouvait mobiliser pour faire des prévisions météorologiques, pour avoir la meilleure lecture du vent, la meilleure température, et ainsi de suite. Et progressivement, je me suis aperçu que finalement, je me disais, on va peut-être arriver à un effet de seuil. Alors ça, c'est terrible, en se disant, j'arrive sur un effet de seuil, comment je vais faire pour devenir plus performant? Puis là, finalement, on s'aperçoit que sur les 5 ou 6 dernières années, il y a une quantité d'informations disponibles et arrivé de nouveaux métiers, ce qu'on appelle la data science, l'analyse des données. Comment on va utiliser ces données pour encore être plus performant? Ça s'appelle le machine learning. Et puis progressivement, aujourd'hui, on supervise nos machines, on leur apprend du langage, on les laisse manœuvrer en autonome, on bascule progressivement dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que je supervise mes machines, mais comme toi, je vais me coucher, je coupe, on passe en supervision automatique et on obtient aussi des résultats qui sont peuvent être bons. Donc finalement, tu te dis, non, il y a quantité, je dirais, de pistes qui s'ouvrent à nous aujourd'hui, qui sont encore plus importantes. Mais pour quelqu'un qui est passionné comme toi de ton métier, ça doit être un champ des possibilités qui s'est ouvert juste incroyable en fait. Alors aujourd'hui, il y a un champ des possibilités qui est monstrueux. Le problème, c'est qu'on va manquer de temps pour tous les investiguer. Ça, c'est galère. Ça, c'est galère. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu nous partages, parce que je me suis dit, mais comment Yann est arrivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce que ça part d'une frustration Moi, je suis cycliste, donc est-ce que ça part d'une frustration d'une de ses activités sportives où il est parti et puis il a pris l'orage et il s'est dit non, il faut absolument que je trouve une solution pour anticiper ça? Ah ouais, non. D'où vient cette envie Alors, je sais qu'il y a une anecdote avec... j'ai lu ça dans une de tes interviews. Une fois, quand tu étais sur Rennes, je crois, tu avais des voisins qui, tous les jours, quand tu les croisais, tu disais attention, vous allez prendre une averse, ils ne te croyaient pas. Et au final, c'est arrivé. Oui, ça c'est récent en fait, mais le vecteur déclencheur, on a toujours quelqu'un qui appuie sur le bouton en premier. Ce gars-là, il s'appelle Michel Desjoyaux en fait. C'est Michel Desjoyaux parce que quand j'étais au sein de la marine, mais j'étais passionné par la voile, mais avant même Michel Desjoyaux, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai suivi cette formation? Cette formation, c'est très simple. C'est quand j'avais 18 ans ou 19 ans, je faisais beaucoup de planche à voile et le vecteur que je ne maîtrisais pas, c'était le vent. Je ne comprenais rien du tout avec le vent. On était tous dépendants du vent pour faire fonctionner le support funboard. Et à l'époque, ce que tu vas chercher, c'est à comprendre ce vecteur. Et finalement, tu te dis, tiens, choisir un métier, pourquoi pas? Et ce métier, le pourquoi pas, c'est je suis parti sur l'univers météorologique. Donc l'univers météorologique, qui peut me former sur cet univers météorologique? Donc à l'époque, je suis parti sur une formation Météo France. Et après, Météo France ne me convenait pas dans le sens où on n'avait pas une ouverture sur l'univers maritime. Donc je suis parti vers la Marine nationale qui proposait finalement ce mélange de technicité scientifique et l'ouverture vers les océans. Donc je suis parti dans cet univers. Et après, la chance ou les rencontres, il n'y a pas de rencontres, je dirais, qui ne sont pas que tu ne provoques pas finalement. Et cette rencontre, elle s'est produite naturellement quand j'étais dans la Marine nationale avec un amiral qui était passionné, je dirais, de voile. Et à l'époque, on a rencontré un skipper qui s'appelait Michel Desjoyaux, qui venait aussi se dire qu'est-ce que vous pourriez m'aider ou optimiser mon projet qui était à l'époque la route du Rhum. Et cette première route du Rhum, je l'ai faite avec lui et sa cellule de routage à l'époque. Et ça s'est traduit par une victoire de Michel, sa première victoire en trimaran. Et résultat, après, une fois que tu as mis le pied à l'étrier, c'est parti. Dans le sens où cette première expérience en amène une deuxième. Donc après, je l'ai accompagné sur d'autres courses. Après, dans son équipage à Michel, il y avait des matelots. Ce que j'appelle des matelots, c'était quand même à l'époque des très grandes pointures de la voile française, dont à l'époque j'avais Philippe Presti, donc qui était dans la filière olympique. Et Philippe Presti, c'est quasiment celui aujourd'hui qui manage tous les gros projets de la Coupe de l'América. Mais en fait, on avait la même passion de la connaissance, de la recherche de performance. Et finalement, j'ai suivi ces gars. Et ces gars, ils étaient en préparation dans l'univers olympique français. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à être les plus performants sur l'univers olympique français.
Finalement, les travaux que j'ai menés avec eux intéressaient aussi le collectif français. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a un directeur technique national qui a eu vent de ce que je faisais? Il a pris son téléphone juste, c'était quoi, au JO d'Athènes. 3 semaines avant, il me dit, Yann, est-ce que tu peux, ce que tu fais avec eux, avec cette équipe, avec Philippe Presti, Jean-Philippe Saliou, est-ce que tu peux l'étendre à l'ensemble du collectif français? Bon, après, qu'est-ce que tu dis? Tu dis oui, Bah oui, même si tu es bien, jeune. bien sûr. À l'époque, il y avait un ingénieur météo qui était là, l'ancienne école, ce que j'appelle, que j'ai rencontré quelqu'un qui était passionnant. Et il y a 2, on a fait un joli binôme qui nous a fait faire les JO d'Athènes. Et puis après, c'est parti. Tu t'arrêtes plus après. Mais je reviens juste sur des joyaux, c'est-à-dire que tu travaillais avec ces routeurs ou ces routeurs prenaient en considération les préconisations que tu donnais? Alors, c'est ça. Les routeurs, en fait, ce sont des navigateurs. Alors, les routeurs, c'était avec le recul, ce sont des routeurs de luxe, puisque dedans, il y avait Vincent Rioux. Voilà, donc Vincent, mais une expérience. À l'époque, Vincent, il n'avait pas son projet. Donc, il était en soutien du projet de Michel Desjoyaux. Et il y avait aussi du Seb Josse qui n'était pas très loin. Donc, ces skippers, en fait, eux, ils avaient une bonne connaissance du bateau, des voiles, tu vois, du choix des voiles, du choix de ce que j'appelle de la technologie qui entoure le bateau. C'est-à-dire les bonnes allures du bateau, la bonne lecture de la garde-robe du bateau, ce qu'on peut faire, la capacité aussi, je dirais, de Michel à tenir certaines allures en termes de fatigue, tu vois, de repos, toute la connaissance. Donc c'est la connaissance du bateau et de l'être humain. Et de l'être humain. Et derrière, moi, j'apportais juste ma connaissance ou la lecture de ce qu'on appelle des modèles météorologiques. C'est-à-dire être capable de se dire, on va prendre plutôt ce modèle-là plutôt qu'un autre, parce que ce modèle-là, je le comprends bien par rapport à ce que je vois, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'observation. Le modèle colle exactement à l'observation. Donc, on peut aller vers ce modèle-là parce qu'il ne va pas nous décevoir. Alors après, le contexte de la route du Rhum 2002, il est très particulier parce que c'est là où on a eu tous les crashs des multis. Et quelque part, moi, j'ai eu un choix très dur à faire avec Michel Desjoyaux, qui était de se dire, Michel m'avait bien dit, Yann, le projet, c'est de finir la course. Et d'en finir sa course, ça veut dire que quelque part, tu ne vas pas forcément être le plus performant. Oui, il ne faut pas les casser. Il s'agit de ne pas casser le bateau. Et donc j'avais cette double responsabilité qui était à la fois de emmener le bateau et le skipper de l'autre côté, de ménager le bateau, mais pas forcément, et d'aller aussi côtoyer la performance. Et ce qui s'est fait, Michel, donc on était parti pleine balle sur départ de Saint-Malo, c'est parti très 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 vite. Et après, il y a eu un choix qui s'est posé en disant, Michel, il y avait un souci, c'est qu'on avait une dépression qui se creusait notamment et qui arrivait. C'est la première dépression en novembre qui déboulait sur l'Atlantique Nord. Et là, les modèles, si tu veux, globalement, laissaient passer une situation classique. Et en fait, je me suis dit, quelque part, c'était la première dépression qui rentrait comme ça sur l'Atlantique. Ça pouvait devenir limite dangereux. Et j'avais, si tu veux, cette petite alerte qui me dit fais attention à ça, quoi. Et ce fais attention à ça, j'ai dit à Michel, écoute, je ne sens pas cette situation. Ce que je te propose, c'est de prendre l'arrière de la dépression. Et en fait, il a pris l'arrière de la dépression. Est-ce que tu es sûr? Parce que finalement, je vais être le seul à faire ça et les autres sont en train de s'engager devant la dépression. Je dis, écoute, tu m'as demandé, voilà, si je t'accompagne, on prend ces précautions nécessaires. C'est la première dépression qui rentre sur l'Atlantique. Il y a de fortes chances que les modèles ne l'appréhendent pas si bien que ça. On fait ce choix. Et écoute, ce choix, il a été plus que payant puisque la dépression s'est creusée à une vitesse phénoménale en arrivant sur les côtes espagnoles. Les bateaux qui se sont retrouvés à l'avant ont tous cassé. Résultat, on s'est retrouvé dans une situation apocalyptique sur la route du Rhum 2002 et Michel était bien positionné par rapport au centre dépressionnaire. Donc on a fait l'extérieur de la dépression. On a même attendu qu'une deuxième dépression qui était à l'arrière passe et ensuite on a repris le fil de la course. Donc après, une course géniale aussi à suivre parce qu'après il y a eu un duo avec Coville qui était assez sympa. Mais donc voilà quoi, tu vois, c'était... Ouais, des choses super sympas. Ouais. Ouais, c'est génial, ça me fait penser toute proportion gardée, puisque je me suis inspiré beaucoup déjà de tes conseils et de suivre ce que tu faisais où j'étais team manager lors de la Race Across America 2019 pour 2 coureurs français. Et j'avais effectivement dans mon tableau de suivi la map bien évidemment, mais aussi le tableau des vents et des dépressions. Et il m'est arrivé de demander à mes 2 coureurs de ralentir et de lever le pied pour laisser passer justement et prendre les vents. Et ça les a complètement propulsés sur le centre des États-Unis. Donc, toute proportion gardée, je vois ce que tu veux dire. Et c'est très euphorisant d'être, non pas dans la discipline, de ne pas être le sportif, mais d'impacter par ses choix dans la performance. Ouais, tu vis au travers, et encore aujourd'hui, je le fais quand je fais une préparation de course, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je mets...
je m'immerge complètement dans la thématique. Et après, oui, tu en prends du plaisir parce que tu sais que ta contribution, finalement, elle est toute petite, comme je dis, on met que sur les rails la bonne performance. Mais quelque part, c'est à la fois jubilatoire en se disant, tiens, si ça peut l'aider à aller encore plus loin, allons-y. Ouais. Et finalement, c'est ce qui souvent me fait accrocher au projet, c'est cette rencontre à la fois de l'humain, du projet sportif. Et quelque part, c'est parti. Voilà, après, je ne me pose plus de questions. Donc, c'est comme ça que tu rentres dans la voile avec Michel Desjoyaux et derrière la fédération qui te sollicite ? Oui, complètement, c'est ça. L'étape, c'est Michel Desjoyaux, après avec la Fédération française de voile. Et puis après, écoute, j'avais à l'époque un directeur technique national, Philippe Gouard, qui était très investi dans cet univers et cette recherche de performance. Et après, écoute... Yann, on définit ensemble les pistes de recherche et développement. Donc après, tu me parlais tout à l'heure en météo, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire de la modélisation atmosphérique en s'appuyant sur des universitaires qui étaient dans l'univers, peut-être tu vois, en post-doc ou en thèse, en se disant, tiens, on va essayer d'aller au travers d'une thèse, voir un peu qu'est-ce que peut nous apporter ces modélisations. Et de fil, je me suis entouré, je dirais, de gens beaucoup plus brillants que moi pour travailler sur de la modélisation météorologique. Donc après, tu prends quoi. Et après, ouais, tu interviens donc maintenant auprès des équipes olympiques, tu l'as dit, et jusqu'au Vendée Globe. Comment est-ce que tu travailles sur le Vendée Globe ? Est-ce que tu travailles avec les équipes ? Est-ce que c'est toi qui fournis les prévisions ? Est-ce que tu es totalement extérieur et tu suis ça ? Non, complètement extérieur. Aujourd'hui, le Vendée Globe, en fait, c'est une course en autonomie complète. Donc, en fait, tu ne peux pas intervenir. Non, tu ne peux pas intervenir. Donc, les skippers sont autonomes. Tu vas les préparer avant la course. À lire les cartes. Ouais, comprendre les cartes. Mais bon, ils ont déjà cet univers d'appréhension de la météorologie au travers des courses qu'ils vont faire tout au long de l'année, des petites courses. Non, pas des petites courses, mais des courses plus réduites. Faut pas leur dire des petites courses, parce que quand tu prends du 30 ou 40 nœuds, il n'y a pas de petites courses en la matière. Mais des courses dans lesquelles ils vont appréhender différents modèles ou avoir une réflexion, une approche différente. Tout à fait, les lectures, les enchaînements météorologiques. Alors par contre, le Vendée Globe, où ça va être plus compliqué pour eux, pour certains, ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est d'emprunter des nouvelles routes et des nouveaux systèmes de vent. C'est-à-dire qu'il y a des schémas météo qu'il faut absolument connaître, donc ils vont les acquérir avant sur papier ou au travers des cartes ou des lectures des modèles. Et en fait, tu vas les accompagner pour qu'ils réagissent au mieux au vu de ce qu'ils vont être ou vont découvrir après tout seuls sur leur bateau en plein milieu du Pacifique. Alors, je te pose une question, Yann, peut-être totalement amateur, mais quand tu dis il y a des cartes météorologiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent à lire une carte précisément, il y a un process qui est établi et ils savent ce qu'ils doivent faire. Oui, complètement. Presque heure après heure, ils ont une idée de ce qui va se passer ? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, dans les modèles météorologiques, quand tu prends un modèle météorologique, il te donne la situation à l'instant T. Et cet instant T, ensuite, il va être dérivé dans le temps sur, aujourd'hui, on peut aller à 10 jours. Donc, par pas horaire dans un premier temps, puis après par pas de 3 heures, puis par pas de 6 heures. Mais tu vas avoir une vision aujourd'hui. Là, on est lundi, midi. De lundi midi jusqu'à la semaine prochaine, peut-être jeudi ou vendredi, tu as une lecture où tu as une solution qui t'est proposée en météorologie. Et cette solution, tu l'as su plus ou moins avec ton bateau. Donc ton bateau, finalement, c'est quoi ? C'est une capacité à aller à une certaine vitesse dans un certain vent. Et si tu mets ça en équation, dans ce qu'on appelle un module de routage, il va te donner la probabilité de la route que tu vas suivre en fonction du vent, de la force du vent, des conditions d'état de mer sur le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. C'est ce qu'on appelle un routage. Et ça, c'est ce que tu apprends justement aux navigateurs avant Vendée Globe, par exemple, tout à fait, pour qu'ils sachent analyser, lire. Oui, c'est ça, tu joues avec eux ce qu'on appelle sur le routage, c'est-à-dire là, tu vois pourquoi il te fait passer au nord, pourquoi il te fait passer au sud, parce que demain ou après-demain, il voit qu'il y aura une situation qui te sera plus favorable au nord ou au sud, et ainsi de suite. Et toi, pendant les Vendée Globe, est-ce que tu es sur Virtual Regatta ? Alors cette année, oui, on en a fait un super truc avec le groupe Ouest France, c'est-à-dire on avait à la fois le suivi de la course virtuelle et on avait pris comme challenge de faire la course virtuelle. Et en fait, on s'est aperçu que la course virtuelle, on a eu une communauté monstrueuse de gens qui basculaient du réel au virtuel, du virtuel au réel. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que, alors là, par contre, j'étais incapable de répondre à toutes les sollicitations que j'ai pu avoir durant le Vendée Globe avec Ouest France, notamment avec ce qu'on appelle le courrier des lecteurs. Mais c'était super, il y avait plein de questions, et là, tu sens les gens, il y a une appétence pour apprendre. Bien sûr. Mais tu ne peux pas répondre à tout le monde, il y avait trop de monde là, du coup. Donc, l'idée, après, dans les articles, c'est j'essayais de faire passer de façon simple comment on appréhende le temps, qu'est-ce qui arrivait, et en fait, on essaye de prendre la météo comme une histoire. Et quand tu essayes de raconter la météo comme une histoire, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à faire, parce que c'est ce qu'il y a de moins compliqué.
Donc c'est ce que j'essaye de tenir comme fil conducteur par rapport à mes échanges, quoi. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse énormément dans ma discipline. J'aimerais qu'on revienne sur comment tu as accompagné les équipes de France. Là, au moment où est diffusé l'épisode, on est entre deux Jeux Olympiques, Ouais. les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent. Quel était ton rôle à l'approche des Olympiades avec les staffs? Est-ce que tu travaillais avec les staffs? Est-ce que tu travaillais avec les athlètes? Et est-ce que c'était en amont de l'épreuve ou vraiment dans les heures qui précèdent l'épreuve? Alors tu travailles à plusieurs... c'est un temps long. C'est ça qui est marrant dans les Jeux Olympiques, c'est un temps long dans le sens où il faut prendre des orientations. C'est-à-dire que quand tu vas sur un site olympique, il faut apprendre à connaître le site. Apprendre à connaître le site, c'est 3 à 4 ans avant. C'est-à-dire que dès qu'on a connaissance du lieu, c'est d'apprendre le site. C'est-à-dire ce qu'on appelle les effets locaux d'un site. Tout le monde parle des effets locaux sur une région, sur une ville, sur un espace côtier. Ces effets locaux, on va chercher à les appréhender, à se les approprier. Donc ça nécessite de travailler bien en amont sur les sites. Donc observation de ces sites, les datas qu'on a à disposition sur ces sites, et ça on va le travailler à long terme, c'est-à-dire on va acquérir des réflexes météorologiques, c'est-à-dire qu'on soit aussi bon en Bretagne sur, par exemple ici le spot de la Torche ou sur le spot de Qingdao en Chine pour les Jeux Olympiques. C'est exactement la même approche. On va acquérir tout ça et après, on va le traduire vers les équipes, le staff technique. Pourquoi le staff technique? Parce que le staff technique, lui, peut redimensionner ou faire du travail plus ou moins important sur la partie technique. Toi, ça va te parler, mais Arnaud, mais par exemple sur un vélo, peut-être qu'il faut travailler sur un vélo qui soit plus aérodynamique parce qu'il va y avoir du vent ou l'aérodynamique est finalement pas si important que ça parce que finalement, le vecteur vent est peut-être trop fort. Donc il va y avoir aussi un travail technique qui va être poursuivi par, peut-être ça peut être sur du fartage, ça peut être sur... Ça allait être ma question, c'est quelle incidence ça a en fait? Ces préconisations, c'est quoi? C'est le phare, c'est le choix du ski, notamment pour le ski ou... Pour le ski, moi je l'ai vu sur la chimie du ski à Sochi, c'était monstrueux, c'est-à-dire que le fartage c'était plutôt de la chimie, c'était plus de la météorologie, c'était de la chimie. Mais on avait besoin de cette information météorologique pour savoir, pour que les équipes techniques ou les responsables du fartage, les techniciens, sachent exactement quelle bonne combinaison mettre sous le ski pour notamment s'élancer le lendemain sur le site olympique. Donc il y a ce travail-là. Et il y a aussi le fait de donner ces informations météo aux coureurs ou aux compétiteurs pendant les phases de préparation pré-olympique, olympique. Pour leur réglage. Pour leur réglage, pour savoir si le vent il rentre par exemple avec telle orientation, tel secteur, il y a de fortes chances qu'il évolue dans l'heure qui vient, peut-être 10 degrés à droite, en faiblissant ou en fraîchissant. Prends à observer aussi sur le plan d'eau, peut-être si tu vois telle zone, ça veut dire qu'il y a peut-être une zone de rafale qui rentre. C'est logique parce que ça rentre toujours par là. Et en fait, l'idée, c'est de leur donner toutes les clés du plan d'eau. Mais leur donner les clés du plan d'eau, ça sous-entend que toi, quelque part, tu as fait tout le travail en amont de validation scientifique. Et ce travail de validation scientifique, tu le fais de différentes façons. Tu le fais par l'observation, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Le métier de base en météorologie, tu le retrouves au très haut niveau. L'observation, c'est ce qui conditionne tout. La prévision, tu vas utiliser les meilleurs qui sont autour de toi pour faire les modèles qui soient les plus fins possibles sur un plan d'eau. Donc là, aujourd'hui, quand j'avais commencé, on était à l'époque, on n'avait pas de modèle météorologique au sein du mouvement olympique français. Et progressivement, on s'est doté de cette capacité à modéliser les différents endroits où on a déplacé le staff olympique français. Donc ça, c'est super, quoi. Mais en fait, tu pourrais intervenir et tu pourrais conseiller tous les sports outdoor, que ce soit le tir à l'arc, parce que tu parles des différents vents. Donc au tir à l'arc, par exemple, tir à l'arc, tous les sports outdoor peuvent être concernés par tes préconisations. Complètement. Le tir à l'arc, oui, on a eu des petites choses assez sympas sur les Jeux de Corée pour les équipes françaises. Ça a été assez compliqué, mais effectivement, le tir à l'arc, le tir à l'arc, ça va être les précipitations, le vent, typiquement. Sur certains autres sports, l'équitation, aussi bizarre que cela puisse paraître, sur l'équitation, ce qui va être hyper important à suivre, c'est la température. Pourquoi? Parce que la température va conditionner le comportement du cheval sur sa piste, savoir pour la personne qui va mener sa bête, c'est de savoir quelles précautions il doit prendre en amont de faire entrer son cheval en compétition. Enfin, il y en a partout. Tout ce qui est en extérieur, tu peux pousser très très loin. Tu peux pousser très très loin. Après, au niveau français, on ne l'a pas poussé aussi loin que certaines autres équipes. J'ai vu des choses chez les Japonais qui sont assez conséquentes, quoi. Mais bon. C'est une histoire de culture peut-être ou de... Non, on pousse partout. La recherche de performance, c'est de pousser partout dans tous les... La recherche de performance globale, elle se fait sur des tout petits indicateurs ou des petits curseurs. Donc,
Il n'y a pas C'est les une gains recette marginaux, miracle comme on dit, ouais. en disant si je mets tout là-dessus, sur tel levier, si je mets tous mes moyens sur tel levier, je vais être le plus performant. Aujourd'hui, ça ne se joue pas là-dessus, ça se joue sur... Plusieurs. Ah ouais, il y a une grande raquette et il faut jouer plusieurs cordes sur cette raquette pour essayer d'améliorer. La météo c'est un des accessoires de l'amélioration, mais c'est pas le seul, quoi. Et tu parlais justement de cyclisme, qui est le sport que je pratique. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles avec une équipe professionnelle, justement, au moment où on enregistre, hein, cet épisode, on est en plein Tour de France. Donc comment est-ce que tu travailles avec une équipe et comment est-ce que tu travailles avec une équipe? Non, je travaille pas avec il n'y a pas de cette culture. C'est ça qui est rigolo. On n'a pas encore cette culture du suivi météo sur le cyclisme français. C'est incroyable. Alors par contre, ça c'est notre culture française. Je pense qu'une équipe comme Ineos c'est même sûr. est sûr, parce que moi je les ai déjà vus travailler sur la filière olympique, je sais qu'ils l'ont. Mais nos Français, non, ils sont persuadés qu'on est encore Non, je te confirme à propos d'Ineos, parce que le premier contact qu'on a eu ensemble, où je te partageais mon projet effectivement de tour du monde connecté avec de la prédictibilité, j'étais en contact effectivement avec un ingénieur d'IBM qui travaillait en exclusivité à cette époque, hein, il y a 2 ans maintenant, avec la Sky, sur tout ça justement, la météo, la prédictibilité du sportif, en fonction de taux d'humidité, du degré de la pente. Ils étaient capables, pas à la minute près, mais disons qu'à 2 minutes près, de savoir à combien de temps allaient mettre leurs coureurs pour grimper le col de l'Alpe d'Huez ou autre chose. Oui, ils ont poussé, je sais qu'ils ont poussé. En fait, ce qu'on fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de la voile avec le routage, c'est-à-dire la capacité du bateau à aller à un endroit, d'un point A à un point B le plus rapidement possible en fonction du vent, de l'état de la mer, du courant. Et il faut savoir que dans le vélo, tu fais la même chose en fait. Et là, on parle du sport, Yann, mais quel impact ça a dans le business? Est-ce que tu interviens aussi dans le monde professionnel? Alors, dans le monde du business, en fait, c'est ça qui a fait que je suis basculé de l'univers sportif et militaire dans l'univers privé. C'est que finalement, ce challenge que j'avais mis en place sur la partie sportive, en fait, on avait son implication directe dans le milieu on va dire, du business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la météosensibilité, ça, les gens, je pense, le comprennent d'autant mieux avec le changement climatique. Quand on voit les températures à l'excès que l'on a sur Vancouver, ou encore aujourd'hui, là, j'écoutais ça tout à l'heure sur les États-Unis, ça a une implication directe sur les milieux économiques parce que ça frappe le portefeuille. Quand il fait trop chaud, c'est qu'il faut plus d'électricité pour la climatisation. Si tu tires sur la climatisation, tu augmentes potentiellement le risque d'incendie sur les circuits électriques aux États-Unis. Donc ça, les gens commencent à se dire, oh là, il y a de l'implication. Mais l'implication, je l'ai vu travailler sur d'autres dossiers, du style, quand il fait trop chaud, ça déforme les rails. Si tu déformes les rails, tu ralentis ou potentiellement tu impactes le transport ou la circulation des trains en France. Oui, donc ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur le champ des possibilités qui est juste il est monstrueux. Incroyable. Alors j'ai lu également que tu travaillais avec la SNCF également ou le Roi Merlin. Comment tu interviens auprès de ces entreprises-là ? En fait, c'est mon expérience passée, ça, qui a fait qu'on a pu mettre à contribution cette connaissance, ce qu'on appelle la météosensibilité, au travers de ces profils, on va dire, professionnels. Et là, c'est très simple. Si on prend l'univers qui nous entoure là aujourd'hui, on est dans la jardinerie, on voit que l'univers végétal il est bien représenté. Il faut savoir qu'on est tous pareils. Quand il fait beau ou quand les premiers rayons du soleil approchent, le premier réflexe que l'on va avoir en tant qu'humain, c'est d'aller faire son tour de jardin pour les gens qui ont la chance d'avoir un jardin et de faire des emplettes. Finalement, quand tu repères dans ton calendrier météo ce comportement, tu vas le valider sur le plan, on va dire, scientifique. C'est-à-dire tu vas analyser la fréquentation de ton univers style jardinerie en fonction de la météorologie. Avec l'univers de data que l'on a, c'est assez facile. Et après, tu vas mettre en corrélation la météo et le comportement humain. Et après, tu prends, en fonction des prévisions météorologiques qui sont prévues, tu regardes à 10 jours ou à 15 jours qu'est-ce que vont donner les conditions météorologiques et tu sais exactement comment les gens vont réagir par rapport à ces conditions météorologiques. Donc tu anticipes finalement la mise en rayon, le comportement des flux logistiques qui sont en réserve, l'anticipation de la mise après, je pense à... chez nous, à Judith qui est sur le marketing, qui va appuyer sur le bouton pour faire une campagne marketing parce que dans 10 jours, il sait qu'il va faire beau. Elle va appuyer sur le bouton pour dire il va faire beau, donc faites ceci ou faites cela. Et ça, ce sont des expériences que j'ai pu mettre en œuvre sur des clients comme tu évoquais tout à l'heure. Ouais, effectivement. Mais il y a aussi un impact sur le milieu culturel, tout ce qui est festival, concert de plein air, ce genre de choses. Il doit y avoir aussi... Alors non, il y a ce genre de choses, mais c'est plutôt
en restriction, c'est-à-dire que quand il fait vraiment mauvais, les gens ne vont pas forcément consommer de l'activité culturelle extérieure. Ça, c'est vrai que c'est pénalisant. Par contre, quand les indicateurs sont au vert, là, tu peux être sûr que les taux de fréquentation, oui, c'est plus 30 ou plus 40%. Et on va le retrouver aussi sur la consommation de boissons. Ça, c'est excellent, quoi. Et dans ton bureau, Yann, il y a combien d'écrans devant toi? Parce que dans tout ce que tu dis, je visualise déjà un mur d'écran avec différentes données. Non, j'ai pas... Alors, au bureau, quand je suis dans mon univers Sportriser, j'ai 1 ou 2 écrans. Pas plus, je ne m'autorise pas plus d'écrans, mais quand je suis dans mon univers maison, bureau, oui, là j'ai 5-6 écrans, oui, parce que je suis plusieurs choses en même temps. Donc, et j'ai lu justement dans une de tes interviews que tu avais été même jusqu'à mettre en place tes propres calculs, tes propres algorithmes. Oui, j'ai eu la chance de côtoyer des scientifiques très pointus, et ce qui est intéressant avec sur les dernières années, c'est que cette puissance de calcul, elle est, entre guillemets, accessible. On le voit au travers, par exemple, des premiers téléphones ou smartphones qui sont arrivés. Bon, moi, je les ai vus arriver sur les premiers Jeux Olympiques avec des choix à faire. Est-ce qu'il faut se mettre sur l'iPhone? À l'époque, je me rappelle de ça, c'est est-ce qu'on prend l'iPhone ou est-ce qu'on prend le Windows PC? Parce qu'à l'époque, il y avait les deux supports. Bon, on a pris... pourquoi à l'époque, on a dit on prend l'iPhone? Bon, voilà, c'était beaucoup plus facile surtout. Et ça s'est avéré que finalement, c'est le produit que tout le monde a adopté en termes d'usage. Et derrière cette association, je dirais, ou cette acculturation à la technologie, progressivement, on a vu apparaître des machines de plus en plus puissantes. Donc c'est vrai que j'ai pu bénéficier de ressources de calcul de plus en plus faciles ou de plus en plus accessibles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux effectivement faire de la modélisation atmosphérique à très haute résolution sur des petits domaines, mais dans ton bureau. Donc ça, c'est intéressant. Il suffit d'avoir une machine avec plusieurs cœurs. Là aujourd'hui, je te vois avec ton PC, finalement ce PC il a au moins 3 ou 4 cœurs. Voilà, une machine de bureau, tu peux monter sur 32, 64 cœurs. Et un 64 cœurs, ça fait beaucoup de bruit dans le bureau, mais ça fait une très belle modélisation et sur des temps de mise à disposition très rapides. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de météo, de réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui va nous arriver dans les années à venir? Est-ce qu'il y a des différents schémas? Est-ce que ça t'intéresse ou est-ce que tu restes concentré sur le présent ou à 10 jours et t'optimises justement les sportifs ou les chefs d'entreprise à performer? Ou est-ce que tu vas quand même un petit peu creuser et tu essaies d'établir par rapport à les observations qui ont été faites par le passé, les notes qui ont été prises? Est-ce que tu essaies aussi quelquefois de te projeter Alors le côté, ce que j'ai fait au fait aujourd'hui et ce que je continue à faire, c'est que je m'associe toujours et je garde toujours les gens avec qui je travaille sur mes différentes thématiques. Donc c'est ça qui est excellent ce que j'essaye de faire dans mon univers professionnel, c'est toujours garder ces compétences que j'ai pu mettre en œuvre ou les équipes que j'ai pu construire par le passé. Donc pourtant j'ai rejoint le secteur privé qu'en 2015, mais c'est impressionnant le nombre de contributions qu'on peut mettre en place. Et j'essaye de les faire vivre et de les pousser, de les faire mélanger aussi, parce qu'il y a des choses hyper intéressantes. Et moi, je suis un homme d'interface, c'est-à-dire que je suis capable de les animer. Et là-dessus, quand tu me parles de changement climatique, oui, c'est quelque part, ça m'intéresse d'autant plus que j'ai une équipe qui continue sur cette seule thématique, c'est ce qu'on appelle l'impact du changement climatique. Et c'est de se dire aujourd'hui, quel est l'impact du changement climatique sur nos activités, mais demain, quel est l'impact du changement climatique sur nos vies en tant que citoyens? Bien sûr. Bon, là, quelque part, c'est pas si terrible que ça, quoi. Donc, on peut en parler, mais je ne serais pas forcément le plus optimiste pour nous dire que la trajectoire que l'on suit aujourd'hui, elle n'est pas franchement terrible, quoi. Ouais, oui, parce que si tu associes tes connaissances à la prédictibilité, à l'intelligence artificielle, ça peut donner des choses qui ne sont pas forcément rassurantes. Non, c'est pas rassurant. Après, il y a le GIEC, on voit, il y a les trajectoires du GIEC, on voit les accords de Paris et le 1,5 degré, mais il faut être honnête, on n'est plus sur cette trajectoire-là. On est déjà parti sur quelque chose de complètement différent. On est sur les impacts les plus importants du changement climatique. Et les contributions du GIEC qui sont consensuelles, elles sont entre guillemets gentilles. Il est urgent de regarder que l'on est déjà dans la tranche supérieure. Et dans ces tranches supérieures, ce qui est en train de se produire aujourd'hui, finalement, ce n'est que des épiphénomènes sur ce qui nous attend. Et je veux pas être... Alors souvent, on me dit, Yann, maintenant tu es pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, il faut être réaliste. Quelque part, on voit nos courbes de CO2, on voit les montées de température. Là, aujourd'hui, on s'étonne de ce qui se passe à Vancouver. Bon, là, les Français, ils se disent, non, c'est n'importe quoi, il pleut aujourd'hui, il fait froid en Bretagne. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qui se passe en ce moment sur ces zones-là. Ça se produit dans 3 semaines ici en Bretagne. On a exactement le même scénario. Il n'y a rien qui
y a rien qui pourrait freiner, je dirais, ce type de scénario aujourd'hui, même ici. Oui, parce que tu es dans le factuel et tu n'es pas dans l'émotion. Non, non, après, tu regardes, il suffit de regarder très simplement. On regarde la latitude de Vancouver et on regarde la latitude où on est. Il n'y a pas de problème, hein, ça peut très bien se produire ici ou ailleurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est malheureux, quoi. Ouais, quand tu regardes ça avec un peu de recul, et par rapport à ce que je fais comme travaux avec d'autres équipes, oui, c'est quand même malheureux, quoi, parce que tu sais que la trajectoire, on est parti, le train il est parti à pleine balle, et il n'y a pas grand-chose, je vois pas grand-chose, quoi. Revenons sur les émotions, Yann. Quel est le plus beau moment d'émotion que tu aies pu vivre en accompagnant un chef d'entreprise ou un sportif dans la réussite de son projet? S'il y avait non, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Ce que je cherche à faire, c'est d'avoir plein de petits plaisirs. Voilà. Est-ce qu'il y en a certains que tu pourrais ressortir qui t'ont marqué? Ah ben, j'en ai ceux qui ont émaillé mon parcours. On parlait alors le premier. Michel, c'est peut-être mon premier. C'est quand tu as un amiral qui te dit bon, écoutez, Amis, on va suivre Michel Desjoyaux, mais vous faites en sorte que tout se passe bien. Quand on te dit ça sur un début de course et quand tu es entre guillemets gamin, oui, tu as une prise d'adrénaline qui est monstrueuse. Ouais. Ça, c'est pas un plaisir. C'est mis en pression, mais quelque part, c'est une forme de plaisir. Il ne faut pas être maso, mais c'est quand même sympa. Après, l'autre forme de plaisir, c'est, oui, tu vois, avec Michel Desjoyaux, tu sais que ça se passe bien, la route, ok, tu es dans la compétition, il prend son téléphone quand il va franchir la ligne d'arrivée avec son Iridium, il t'appelle en disant, écoute Yann, merci. Et ça se limite à ça, et j'ai pas besoin de plus, dans le sens où tu es super content, quoi. Et après, tous ces petits plaisirs, mais j'en ai en pagaille, quoi. Et que ça soit une médaille, tu vois, une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, même une 4e place. En fait, tu n'es pas forcément à la recherche. Tu es à la recherche de te dire, tu as fait ton job et tu t'es fait plaisir avec les personnes avec qui tu as travaillé, parce que quelque part, c'est des relations humaines que tu mets en place. C'est pas. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, le résultat, il est ce qu'il. Enfin voilà, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est pas grave. C'est la relation qui est importante, c'est l'aventure. Ouais, l'aventure. Moi, mon aventure, mon terrain d'aventure, toi, Arnaud, ton terrain d'aventure, je le vois bien. Hein, c'est comme j'ai d'autres amis là-dessus. Ça va être les espaces, et je trouve ça génial. Moi, je vais pas forcément prendre mon vélo et y aller. Par contre, je vais vivre à travers ce que tu vas faire. Ces petits bouts-là. Moi, quand je suis derrière mes PC, voilà, au Guilvinec, je vois ça, je suis super content. D'ailleurs, tu m'as magnifiquement conseillé sur la Laponie, où tu m'avais dit tu vas avoir froid. J'ai eu très froid. Mais bon, c'était pas dur d'avoir froid en Laponie, hein, je rassure sur toi. Non, par contre, te concernant, entre guillemets, le risque, c'était d'avoir vraiment très froid et d'être bloqué là-haut. Voilà. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Comment est-ce que tu travailles aujourd'hui avec Antoine Albo sur son projet Zéphyr? Alors Antoine Albo, Zéphyr, on est sur un projet sur le long terme, sur Antoine. L'idée, je suis en amont de projet, c'est-à-dire qu'on a déjà beaucoup de contraintes sur le projet Zéphyr pour faire en sorte que Antoine puisse aller à très haute vitesse sur l'eau dans de très bonnes conditions et en sécurité. Donc ça nécessite de bien maîtriser, on va dire, plus ou moins la bulle de performance qu'il faut falloir mettre en place autour de lui. Donc ça va être du matériel, ça va être la façon de se tenir sur son matériel, ça va être la communication, ça va être la préparation du support, la façon de l'orientation peut-être sur le matériel. Donc là, il y a quand même beaucoup de monde à travailler autour de lui. Et moi, sur l'univers météo, là, c'est pareil, c'est juste un petit levier. Par contre, sur ce petit levier, il faut être capable de dire, quand tu vas prendre le vent à pleine balle sur ton support, parce que le support, il va encore évoluer, il faut savoir que le vent, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui est turbulent. Donc moi, ce que je vais faire là-dessus, c'est de faire en sorte de lui donner la meilleure anticipation de l'univers mobile dans lequel il va se déplacer. C'est-à-dire que le vent, il va évoluer dans tel range de direction. Tu vois, par exemple, essayer de contenir, est-ce que le vent il évolue pendant ma performance sur 10 degrés, 15 degrés, ou est-ce qu'il va évoluer dans une range de 5 degrés? Ça veut dire qu'Antoine, lui, quand il va s'élancer à pleine vitesse, il doit savoir ça. Il faut qu'il sache ça, parce que quelque part, quand il va se percevoir à très haute vitesse une toute petite sollicitation, peut-être sur la main droite ou sur la main gauche, il sait que cette sollicitation, elle n'ira pas plus loin, parce qu'il sait que son range de vent sur le spot qu'il a anticipé d'établir son record, en général, le range il va être de 10 degrés. Donc en fait,
Enfin, moi, je suis un piètre plancher. Enfin, j'adore la planche, mais je ne suis pas à ce niveau-là. Mais il va le sentir, ça. Tu vois, dans la main droite, ou plutôt sur la main. Enfin, ça dépend. S'il est tribord, il va le sentir dans la main gauche. Il va fermer sa voile ou il va ouvrir. Et dans ses pieds, si tu veux, dans sa jambe arrière, la pression qu'il va mettre dans son talon, sur il va doser, quoi. Et ça, faut qu'il sache par rapport à la lecture du vent. Et tout ça, c'est un univers qui est très mouvant, quoi. Quel sport tu pratiques, Yann, toi? Qu'est-ce qui te passionne? Mon sport, moi, c'est la planche à voile depuis... alors, la planche à voile que j'ai arrêtée parce que j'avais mal au dos. Donc, après, je suis reparti sur le surf. Je suis reparti sur le surf il y a très longtemps. À l'époque, on n'était que 2 ou 3 sur Brest. Bon, maintenant, on est très nombreux. Et là, je suis revenu le surf en thruster, en longboard et la planche à voile. Et puis après, de toute façon, j'ai plus le temps. Le temps est limité. Le temps est limité. C'est déjà pas mal, quoi. Et aujourd'hui, si on arrive sur la fin de l'épisode, sur la fin de ce podcast, s'il y avait un message que tu souhaiterais faire passer aux gens qui écoutent? Faire passer un message, être plus à l'écoute du temps. Être plus à l'écoute du temps et savoir qu'on a quelque chose qui est très, très fragile, de bien en prendre soin. Et dans après, je sais qu'on a des... c'est pas évident parce qu'on nous parle souvent de l'approche du petit colibri. Et chacun fait sa part. Chacun fait sa part, mais il faut s'employer à être là-dessus et essayer de faire en sorte, peut-être dans la globalité, de faire en sorte qu'on puisse changer les comportements de nous tous, quoi, pour faire en sorte que l'univers dans lequel on évolue puisse rester acceptable, parce que ça va devenir très compliqué, oui. Bon, en tout cas, un grand merci Yann pour ton temps. J'ai vraiment énormément apprécié cette conversation. J'ai appris énormément de choses aussi. Donc un grand merci à toi et puis écoute, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Merci Arnaud.